Tout pour préparer son voyage dans l'Ouest américain, c'est le titre d'un très joli guide illustré publié au printemps dernier chez Larousse et qui a retenu notre attention, d'abord par le sujet évidemment, mais aussi parce que son auteur, expatrié aux États-Unis, est particulièrement inspirante. Salut à tous, soyez les bienvenus. Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Mathilde Piton. Salut Mathilde. Salut Jean-Christophe, salut à tout le monde. Je t'ai personnellement découvert par ton ancienne activité de guide touristique à Boston, où tu vis depuis une dizaine d'années. Mais il faut bien reconnaître que ton CV est impressionnant. Blogueuse, prof de yoga, auteure, éditrice, traductrice, sans compter un nouveau challenge dont on parlera tout à l'heure. Comment est-ce que tu as fait pour mettre toutes ces vies dans ta vie ? Bon, déjà, c'est très flatteur comme portrait, Jean-Christophe. Je n'ai pas tout fait en même temps. J'ai d'abord, si je reprends rapidement, je vais pas raconter ça dans les détails, mais j'ai d'abord été éditrice à Paris. Et puis, je suis partie avec mon conjoint vivre aux États-Unis en 2012. Et c'est là que j'ai dû me dire, OK, il faut que je me réinvente parce que je ne peux pas faire le même métier. Et petit à petit, la nécessité de travailler, l'envie d'expérimenter a fait que déjà j'ai ouvert un blog pour raconter ce que je vivais comme voyage et comme vie d'expat. Et puis les expériences se sont accumulées. Le blog a entraîné des contrats d'auteur pour le Guide Vert notamment. Et puis j'ai fait une formation de yoga. Voilà, les choses se sont accumulées. Il n'y avait pas de master plan. C'était très organique. Les choses se sont fait petit à petit. Le blog a entraîné, tu l'as dit, la création aussi de mon entreprise, ma petite entreprise Boston le nez en l'air, qui propose des visites guidées en français. Aujourd'hui, c'est plus moi qui la gère, mais elle existe toujours et je vous la recommande toujours. Et voilà, les activités s'enchaînent au fil des envies, des nécessités. Et on parlera tout à l'heure de la dernière ligne de ton CV, c'est What's Next, la nouvelle aventure. Venons-en donc à ce guide pratique sur l'Ouest américain. À qui est-ce qu'il s'adresse et quelle approche est-ce que tu as eue ? Alors, ce guide qui est publié donc chez Larousse, il s'adresse au grand public. C'est une éditrice en fait qui m'a contactée, Maëva Journeau. La collection, en fait, elle existe pour d'autres titres. C'était une suite de collections, ça s'appelle comme ça. Ça existe pour l'Australie, le Japon, la Corée. Et d'ailleurs, le New York vient juste de sortir. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Viviane Pajan-Madi. Peut-être tu la connais. Elle a aussi un blog sur New York. Et en fait, la démarche, c'était ce qu'elle m'a demandé de faire. C'était donc une suite de collections. C'était d'intégrer ces réflexions, ces circuits, ces informations culturelles et pratiques en 3 parties pour parler au grand public. Donc, on peut imaginer aussi bien des gens qui sont jamais venus aux États-Unis, des gens qui sont venus une fois il y a très longtemps, des gens qui sont venus avec d'autres personnes et puis des amis de la famille et puis qui décident à venir tout seuls et qui cherchent des informations pratiques, culturelles et surtout des circuits. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide ? Il est divisé en 3 parties. Moi, c'est ce que Maëva m'a demandé d'écrire, c'est des infos pratiques. Et c'est très simple. Chaque double page est organisée pour présenter une info. C'est des choses qu'on trouve aussi sur Sunset Boulevard, mais ça va être comment est-ce qu'on passe les frontières, comment est-ce qu'on remplit son ESTA, comment on loue une voiture, quel type de voiture. Des choses très simples, mais quand on n'est jamais venu aux États-Unis, qui peuvent parfois nous dérouter parce qu'on se dit comment ça se passe vraiment. Il y a toute une partie info culturelle, moi c'était la partie que j'ai préféré écrire, pareil c'est une double page à chaque fois, ça peut être l'histoire des États-Unis, les Indiens d'Amérique, c'est des infos sur la géologie, sur les animaux qu'on va trouver. C'est jamais extrêmement fouillé parce qu'à chaque fois c'est 2 doubles pages, mais ça donne un aperçu de ce à quoi on peut s'attendre. Il y a aussi des pages sur la nourriture, voilà. Et enfin le cœur de l'ouvrage, c'est la partie sur les circuits. Il y en a 24. Et moi, ce que Maëva Journeau m'avait demandé, c'était de faire des circuits de durée variée, aussi bien 1 semaine que 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, et des choses qui sont modulables. Et avec, de préférence, elle aurait voulu différents modes de transportation.
de transport, pardon, qui est à pied, en voiture, en bus, en train, et je lui dis que c'était pas très adaptable aux États-Unis, au sud-ouest, parce que ce serait beaucoup de circuits en voiture. Donc il y a des circuits qui sont à pied, quand par exemple on parle de San Francisco ou de Los Angeles, mais ça reste quand même beaucoup de circuits en voiture, parce que le voyage dans l'Ouest américain, c'est beaucoup la voiture. Alors, ce qui m'a séduit dans ce guide, c'est qu'il est très pratique, tu le disais, il est très accessible, et puis il montre aussi combien l'Ouest américain est d'une richesse absolue, peut-être encore même davantage qu'on ne le pense. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans cette région mythique des États-Unis ? Mais je crois que ce qui m'a le plus fasciné au départ, ce à quoi je m'attendais vraiment pas, c'est la géologie. Alors, partez pas parce que ça peut sembler super ennuyeux comme ça au premier abord. Moi, ma mère était prof de bio et de géologie, donc c'est toujours un sujet qui a été un peu qui était dans la famille. On aimait bien chercher des fossiles l'été en vacances. Mais quand je suis arrivée dans l'Ouest américain, en voyage, j'ai été extrêmement surprise de voir en quelque sorte un cours de géologie grandeur nature, d'arriver au Grand Canyon et de comprendre qu'est-ce que c'était des couches géologiques, des strates, de voir par les couleurs, par les formes de roches, de voir en fait la géologie au grand air, quoi. Et dans la plupart des parcs nationaux américains, il y a souvent une petite présentation, un film d'une vingtaine de minutes de l'histoire du parc, de la géologie et tout ça. Et ça, c'est quelque chose, moi je ne suis pas très scientifique dans l'âme, mais c'est quelque chose qui m'a complètement fascinée. Et voilà, et donc j'ai été à la fois très surprise, et quand j'arrive dans un parc national, la première chose qu'on va faire, c'est on va au Visitor Center, et on va regarder ce film, et j'apprends des choses que j'imaginais pas du tout sur la géologie et la formation des lieux. Ça, c'est pour le côté un peu nerd, si je puis dire. Après, ce qui me fascine, évidemment, c'est la beauté des paysages. Voilà, c'est beaucoup plus classique, mais la géologie, je pense que c'est la chose qui m'a le plus surprise la première fois que j'ai fait un voyage dans l'Ouest américain, et les fois suivantes, à chaque fois, je suis incroyablement fascinée par cet aspect, quoi. C'est vrai que c'est un conseil qu'on pourrait donner, c'est d'aller absolument systématiquement dans le Visitor Center parce que ça donne du sens à ce qu'on va voir ensuite. Et ça permet d'avoir les clés pour mieux appréhender un décor qu'on a peut-être d'ailleurs déjà vu sur petit ou grand écran. Mais effectivement, le Visitor Center, ça reste quand même un incontournable. Quel type de voyageuse est-ce que tu es ? Alors spécifiquement pour l'Ouest américain, je dirais que je suis une road trippeuse. Et donc j'aime bien arriver à l'aéroport, louer ma voiture, et puis partir comme ça pendant en général 15 jours, parce que je vis aux États-Unis, donc les vacances sont plus limitées qu'en Europe, et quand je vais dans l'Ouest américain, en général, voilà, je pars 15 jours, parfois même juste une semaine. Et j'aime bien road tripper, et j'aime bien camper. J'aime bien faire du camping, ça c'était une nouveauté pour moi aussi. J'avais fait du camping en Europe, mais là je dirais que c'était next level, c'était le niveau du dessus, parce que j'ai trouvé que quand on campe dans les parcs nationaux, on est quand même au plus près de la nature, on est au plus près du parc, je trouve qu'on est dans l'ambiance, et ça c'est quelque chose qui m'a plu. Maintenant que je prends de l'âge, je te cache pas que j'aime bien un bon petit hôtel pour couper la dureté entre guillemets du camping. Et puis j'ai une petite fille, donc c'est aussi plus simple d'aller dans les hôtels. Mais ouais, je dirais que dans un monde idéal, road trip et camping, c'est mon mode préféré. On a tous un lieu, une expérience, une rencontre qui nous a fait chavirer là-bas aux États-Unis. Pour toi, ce serait laquelle et pourquoi ? En fait, j'en ai deux qui me viennent en tête, parce qu'il y a plein de lieux qui sont absolument incroyables, et on a toujours des premières fois et tout ça, donc je pourrais te citer vraiment tous les lieux, même qui sont dans le livre, parce qu'à chaque fois, ça a été incroyable de voir Yosemite pour la première fois, le Grand Canyon, Monument Valley, tous ces genres de choses. Mais après, au fil des années, moi, c'était vraiment l'expérience dans son entièreté, si je puis dire, qui a plus compté, parce qu'en fait, je savais que j'allais voir des beaux paysages, et un parc et un moment qui m'a vraiment, que j'ai trouvé incroyable, c'est un parc au Texas. Alors, il n'est pas dans le livre, parce que le Texas ne fait pas partie du livre. C'est le parc de Guadalupe. Et en fait, ça paye pas de mine, mais quand on commence à marcher, quand on commence à randonner, on tombe sur des décors géologiques à nouveau incroyables. C'est de la montagne et du désert. Et je me souviens avoir fait une randonnée complètement dingue. Et quand on est redescendu sur le parking, il y avait un type qui était
adossé à son camping-car et puis il nous a proposé de boire une bière. Et on a passé la soirée avec lui et c'était un ancien ranger et il était en train voilà, de sillonner les parcs du Texas et on a parlé toute la soirée dans son camping-car en buvant une bière et j'ai trouvé que voilà, c'est un moment qui m'a marqué cette rencontre et voilà, juste après un effort physique de randonnée dans un parc auquel je m'attendais à rien et en fait c'était absolument superbe. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que très souvent, effectivement, il y a cette histoire de rencontre avec les Américains qui marque énormément les voyageurs que nous sommes parce que peut-être moins habitués à ça en Europe et en France. Et aux États-Unis, il faut bien expliquer que le contact est très facile et que effectivement, ça crée des souvenirs, souvent pour la vie, hein, des souvenirs très très forts. Bah ouais, puis en plus ils nous entendent parler français parce que moi je voyage avec mon mari et on parle français entre nous et donc ça attire l'attention des Américains et puis ils engagent la conversation facilement et c'est parti quoi. Si on prend un peu de hauteur, Mathilde, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus quand tu pars en road trip dans l'Ouest américain? Bon, alors je t'ai déjà dit la géologie, mais je crois Ouais. que ce qui m'enthousiasme, franchement, c'est tout. Je suis pas très forte en préparatif, j'avoue. C'est plutôt Manu qui fait ça, donc je me laisse un peu surprendre. Je sais quand même en général où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire, mais du moment où je récupère ma voiture après avoir atterri à l'aéroport et on récupère la voiture, là, je suis déjà dans l'ambiance. Je sais pas, de ranger les valises dans la voiture, de mettre nos gourdes, d'installer les fils pour écouter la musique, ce genre de choses. Et je me dis génial, on a cette grosse voiture qu'on n'a pas d'habitude à Boston. Et je vais te citer aussi quand on s'arrête, la première fois qu'on s'arrête à une station essence en plein désert, il fait 40 degrés et on va s'acheter des chips. Je sais pas, c'est le genre de détail qui fait que je suis enthousiaste de partir dans un road trip dans l'Ouest américain. Euh, Après, pareil, quand on arrive le soir, on plante la tente, on est désespéré parce qu'on est arrivé, il fait noir au camping, mais on fait un feu et dans le silence de la nuit, on voit le ciel étoilé. Mais là, je me dis, il y a vraiment qu'ici, en fait, que je ressens ça, quoi. On aime aussi vachement randonner et une bonne randonnée bien difficile, je sais pas moi, autour du mont Hood dans l'Oregon, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça devait être une vingtaine de kilomètres, des montées, des descentes, tu vois ces paysages incroyables autour d'un volcan, de la neige, c'est le long du PCT, donc le Pacific Crest Trail. Tu vois, tu croises des gens qui ont l'air d'avoir marché depuis 3 mois, qui sont mauvais, et puis le sourire aux lèvres. Enfin, moi, ce genre de choses, c'est ça qui m'enthousiasme en fait. C'est les petits moments, c'est les grands moments, l'arrivée au camping, la station-service, ce genre de choses. Ouais. Après, tu vois, dans les choses qui sont plus clichés, on pourrait dire, c'est par exemple, tu vois, la première fois que j'ai vu le Grand Canyon, j'avais de la famille, j'avais des cousins qui habitaient à Phoenix quand j'étais petite, quand j'avais une dizaine d'années. On n'y est jamais allé parce que bon, c'était probablement trop cher pour mes parents de voyager aux États-Unis à cette époque, mais on recevait des cartes postales, un calendrier de ses cousins. Je me souviens qu'on l'avait dans la cuisine et je regardais ces images de l'Arizona et je me dirais, j'avais l'impression que j'irais jamais là-bas, quoi, que c'était un truc lointain. Et en même temps, j'ai vu beaucoup d'images du Grand Canyon. En voyant le Grand Canyon en vrai, je m'attendais à me dire, mais je connais. Et en fait, de voir l'immensité, ce trou béant à des kilomètres en face de toi, moi j'ai été vraiment époustouflée. J'y suis retournée cette année avec ma fille et j'ai à nouveau eu ce coup de cœur, ce souffle coupé en fait de voir ça. Donc les petits détails comme les stations-service, c'est super sympa, mais les trucs grandioses, ça marche aussi. C'est ça en fait qui est fascinant dans l'Ouest américain. Je pense que c'est difficile d'être déçu. On peut être déçu, je pense, mais je trouve que ça reste quand même incroyable, quoi. Oui, puis alors il y a un phénomène assez paradoxal, c'est qu'effectivement ces décors, très souvent, on les a vus à la télé ou au cinéma,
Mais il y a quelque chose de troublant quand on le voit en vrai, parce qu'on se dit, mais ça y est, je suis dans le film. C'est ça. Mais tu vois, je pense que Monument de Vallée, quand je parle un peu de déception, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu déçue dans le sens où c'est incroyable. Je l'ai vu dans Forrest Gump, tu le vois dans des images de western et tout ça. Je vois les buts au loin et je me dis, waouh, punaise, c'est incroyable, ces 3 buts qui se dressent comme ça, rouge, un rouge fort, quoi, à l'horizon. Et ce qui m'a un peu déçue, je dirais, c'est très touristique. Mais normal, moi j'y suis, quand je suis là-bas, je suis une touriste aussi. J'ai eu du mal à me plonger dans l'expérience. J'avais presque un décalage entre ce que je voyais et ce que je vivais. Où je voyais ces buts, je savais qu'il y a une histoire pour les Navarros qui vivent là. Et j'ai pas eu ce coup de cœur absolu parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai eu du mal à me mettre vraiment dans l'ambiance. J'y suis retournée une deuxième fois et ça a un peu mieux marché. On a fait tout un tour sur la piste, autour des buts et tout ça. Mais parfois, c'est vrai que c'était un peu. J'ai ressenti parfois des décalages, l'envie de vivre quelque chose. Et puis, je reste en retrait, quoi. Est-ce qu'il y a une région des États-Unis que tu rêverais de découvrir et que tu n'as pas encore découvert? Mais oui, il y en a une que je regrette, il y en a deux que je regrette ne pas être allée avant d'avoir ma petite fille, parce que j'ai une petite fille de 3 ans, donc c'est un peu plus compliqué quand même, je trouve, de voyager avec elle, c'est l'Alaska. Je Ouais. regrette de ne pas être allée en Alaska. J'avais l'impression que c'était une destination trop chère pour moi, et puis j'avais l'impression que la fenêtre de voyage était trop juste. Et en fait, je n'y suis pas allée quand j'aurais peut-être eu plus de temps pour y aller. Donc là, j'espère y aller. Et puis il y a aussi Hawaï. Et j'ai eu au fil de mes rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes originaires de là-bas et qui me disent faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien aller voir ce côté très loin, les îles, les images et tout ça, pareil, des films qu'on peut avoir, la série Lost. Je me dis j'aimerais bien voir ça en vrai. Donc Hawaï et l'Alaska, mais c'est pas prévu concrètement au programme, quoi. J'aimerais maintenant que tu nous parles, alors on va complètement changer de sujet, hein. On va parler de What's Next. Si je te dis que c'est une introspection 2.0, j'ai bon ou pas du tout? Oui, bah, je pense qu'on peut le définir comme ça. J'aime bien ta définition. En fait, ce qui s'est passé pour moi professionnellement, donc j'ai pendant des années fait des visites guidées de Boston, j'ai continué d'écrire des guides, et la pandémie arrive en 2020 et je tombe enceinte. Et là, je ne peux plus travailler, en fait, je ne peux plus faire les visites guidées parce que les frontières sont fermées. Et ça a été pour moi une grosse remise en question de me dire est-ce que ça va réouvrir, est-ce que les frontières vont réouvrir? On imaginait que oui, mais ça a quand même pris du temps. Et ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à la suite professionnelle et de ma vie professionnelle. Et cette suite, je l'ai racontée parce que j'aime bien écrire et j'écrivais déjà beaucoup sur mon blog. Et en fait, je l'ai racontée dans une newsletter parce que j'avais l'impression que c'était le format qui était peut-être un peu plus dans l'air du temps. Et je l'ai racontée petit à petit. Alors moi, tu vois, sur mon blog, pendant très longtemps, j'ai parlé de voyage, j'ai fait des recommandations culturelles, et là j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus personnel, tu le dis, une introspection 2.0, et je trouvais que ce format de la newsletter privée, avec un accès payant, permettait plus de liberté de ma part, et aussi de la part des lecteurs et des lectrices, de se dire, ok, on va lire quelque chose qui est fait pour une plus petite audience et dans laquelle on peut nous aussi commenter, se livrer et tout ça. Et donc en fait dans What's Next, j'ai raconté la transition professionnelle que j'ai vécue pas à pas, et puis aujourd'hui ce que je fais toutes les semaines. Voilà, c'est les tribulations de ma vie à Boston. Et je parle aussi de la trajectoire professionnelle de mon conjoint Manu, parce il s'était fait licencier il y a quelques mois de sa boîte. Et donc je parle aussi de comment le marché du travail se passe pour lui. Donc c'est à la fois ma trajectoire de vie non linéaire et aussi un petit peu la sienne. Et j'ai commencé aussi un podcast, enfin ça fait 2 ans maintenant, en même temps, où j'interviewe des gens qui me parlent de leur propre trajectoire de vie non linéaire. Donc c'est un mélange
de discussions sur le travail, la carrière, l'écriture, qui on est, l'identité, la vie à l'étranger, etc. Donc j'aime bien ta définition d'introspection 2.0, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait se permettre de faire un petit bilan d'étape? Est-ce que ça te porte? Est-ce que ce projet t'a aidé dans ton cheminement personnel? Ouais, il m'a aidé parce que tu vois, je proposais aussi comment dire, une sorte de live, c'est pas une sorte de live, c'est un live mensuel pour les personnes abonnées. Et au départ, c'était juste une discussion. Où est-ce que vous en êtes dans votre carrière? Quelles questions vous vous posez? Puis tu vois, moi, les gens qui me lisent, moi j'ai 40 ans, 41 ans, c'est beaucoup de gens autour de mon âge, quoi, tu vois, entre voilà, 35 et plus. Il y a des gens aussi beaucoup plus âgés, mais j'ai trouvé des personnes qui avaient ces interrogations aussi. Donc on a beaucoup parlé de ça. Moi, en parallèle, à Boston, j'ai pris des cours d'écriture dans un centre d'écriture créative en anglais et j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit, mais moi j'écris depuis des années, est-ce que je pourrais pas aussi proposer des ateliers d'écriture à ma façon, avec mon expérience et tout ça, puis en français. Et donc ces cercles de discussion sur le travail se sont transformés en ateliers d'écriture et c'est quelque chose qui a beaucoup plu et qui moi m'a beaucoup plu. En fait, j'aime bien enseigner cet art de l'écriture, inspirer, donner des prompts, proposer des lectures, réfléchir en même temps à ce process d'écriture tout en étant dans la position de l'instructrice. Et ça a plu en fait aux personnes qui sont venues. Et ça, c'est quelque chose, si j'avais pas fait What's Next, je l'aurais pas découvert. Je sais pas si je me serais lancée là-dedans. Donc à mi-chemin, je peux me dire que ça a porté ses fruits. Et pour ce qui est, là, on dévie complètement de parler des voyages aux États-Unis, mais pour ce qui est d'écrire sur autre chose, sur l'écriture intime, ça a aussi amené à moi écrire plus sur ces sujets. Et je vais très prochainement publier quelque chose à nouveau chez Larousse, d'une partie de ma trajectoire non linéaire, mais voilà, sur des sujets plus intimes. Donc ça m'a libéré d'une certaine façon mon envie d'écrire sur ça et ça m'a permis de le faire. Si je te demande de jeter un œil à ta wishlist, qu'est-ce qu'on pourrait bien y trouver actuellement? Alors, pour ce qui est des voyages, tu vois, j'en ai parlé, mais c'est vrai que d'avoir un enfant de 3 ans, je sais qu'il y a des gens qui voyagent sans aucun problème et qui font le tour du monde avec leur enfant. Je trouve ça quand même un peu plus compliqué, même si on est allé cette année une semaine en Arizona et ça s'est plutôt bien passé. Si je pouvais aller n'importe où et sans considération écologique, je pense que j'irais faire un food tour au Mexique. C'est un truc qui me fait rêver. La cuisine mexicaine. Je pense que j'irai au Japon, ça c'est aussi un pays qui me fait envie. J'irai en Australie, j'irai en Chine aussi beaucoup. Et je pense que aller rendre visite à mes amis un peu partout dans le monde, ce serait ça ma wishlist. Bon, en attendant, jetez-vous sur ce guide illustré, tout pour préparer son voyage dans l'Ouest américain de Mathilde Piton. C'est aux éditions Larousse dans la collection Essais et documents. C'est un très joli guide. Il est beau, il est utile, il est pratique, il est accessible. C'est très important pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Ouest américain ou qui en ont mis un petit il y a longtemps. Plein de conseils utiles, des cartes à télécharger, des conseils pratiques, des itinéraires surtout de différentes durées. Merci beaucoup Mathilde d'être venue dans Check-in. Merci beaucoup Jean-Christophe et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vos partages et vos réactions sont évidemment les bienvenus. À bientôt pour un nouvel épisode de Check-in et d'ici là, prenez soin de vous.